s'agit d'une approche que je voudrais vous proposer. Le cas, c'est un peu, je dirais, le parti pris de ce cycle auquel je me réjouis de participer, intitulé Art et archéologie du judaïsme. Et effectivement, comme dans Musée d'art et d'histoire du judaïsme, on évite art juif, hein, parce que c'est un peu compliqué, mais on n'aura peut-être pas l'occasion tellement d'en parler aujourd'hui. Mais enfin, c'est une vraie question qui tient en profondeur, justement, au regard que l'on porte sur le judaïsme ou sur l'art produit par les Juifs, et ainsi de suite. Enfin, et ici, vous allez avoir affaire à de l'architecture, à des synagogues. Est-ce de l'art juif? Je ne vais pas commencer déjà sur ce mode, mais comprenez bien que c'est difficile de dire que c'est de l'art juif, surtout celle-là, vous allez le voir. Mais pour autant, la question de la judéité d'un édifice est posée par les artistes, par les architectes très très tôt, et c'est un peu ce que je voudrais vous montrer. Alors, vous avez sous les yeux le tableau auquel M. Salmona, que je remercie de sa présentation, a évoqué, qui est un tableau vraiment très très important que le mage a la chance de posséder grâce à Laurent Sigal. Là, elle avait mis l'accent sur cette période de l'émancipation lorsqu'elle a conçu le musée et avait fait des achats particulièrement judicieux pour introduire la part française, j'allais dire, d'un musée universel avec 4 guillemets au moins, hein, puisque nous ne sommes pas dans un musée juif de Paris, ni même un musée juif de France, mais dans un musée d'art et d'histoire du judaïsme où les Hollandais ont tant de place, et les Italiens, n'en parlons pas grâce à Isaac Strauss, ont tant de place que les Français. Vous avez peut-être déjà saisi que derrière cela, une petite critique un peu quand même, que de temps en temps, dans ce musée, on a oublié un petit peu les Juifs français, de temps en temps. Mais on y reviendra peut-être. Donc, je vais porter mon attention sur un moment très précis de cette histoire des Juifs, l'émancipation. Je ne referai pas un cours entier sur l'émancipation parce que c'est quand même un peu connu et je rappellerai juste évidemment quelques étapes et quelques dates et quelques principes qui vont expliquer justement la construction de ces synagogues que l'on peut considérer tout de même comme des choses assez originales, car, avant toute chose, rappelez-vous qu'il n'y a pas de modèle de la synagogue dans le judaïsme, qu'il n'y a pas un seul texte de la tradition rabbinique qui décrive une synagogue idéale ou qui dise que la synagogue doit être comme ci ou comme ça. On a quelques principes, séparer les hommes et les femmes. Donc il faut bien que l'architecte se débrouille pour les séparer. Hein. On a, si possible, l'orientation vers Jérusalem. Enfin, il y a quelques règles, bien évidemment. Mais il n'y a, sur le plan formel, aucune indication, aucune, je dirais, obligation. Donc la synagogue, c'est une fonction qui a une plasticité telle que d'une certaine manière, elle peut se couler dans n'importe quel type d'édifice et donc dans n'importe quel style architectural. Et j'emploie le mot style architectural, même s'il n'est pas toujours très pertinent en histoire de l'art, mais parce qu'au XIXe siècle, on parle de style, justement. Et quand on va se poser la question, doit-on faire... Il y a un architecte allemand qui a écrit... Dans quel style doit-on construire la synagogue? Ben oui, puisqu'on va se spécialiser au XIXe siècle. Les palais de justice seront néo-grecs. Les catholiques, évidemment, vont défendre haut et fort le néo-gothique et ainsi de suite. Que faire? Que choisir pour les Juifs? Et c'est une question qui parcourt tout le XIXe siècle, était tout à fait intéressante et qui a donné naissance, évidemment, à toute une série d'édifices que l'on peut considérer comme des chefs-d'œuvre de l'architecture, mais parfois je dirais mal compris ou mal interprétés d'une certaine manière, parce que presque toujours interprétés à l'aune des modèles. Et vous avez rappelé mon exposition de 1991, ne rajeunit pas, évidemment. J'espère faire un nouveau livre sur les synagogues de France, parce que le fameux âge d'or des synagogues a 30 ans, et franchement, c'est un peu léger. J'y travaille, mais c'est très lourd. Et donc, je disais, oui, j'avais appelé cette expo, c'était aussi au musée d'Orsay, donc il fallait mettre un petit peu de sauce, vous voyez, un peu de... le temps des synagogues. Vous voyez bien la référence. Pourquoi? Mais parce que moi-même, au début, je voyais un peu les belles synagogues, les grandes synagogues, les synagogues monumentales et ainsi de suite, cathédrale du judaïsme, si vous voulez. Ce qui était évidemment une perspective assez fausse, en vérité.
car les synagogues prennent cette forme-là parce qu'on est en France au 19e et qu'il y a le processus de l'émancipation et de l'intégration. Mais quand, par bonheur, j'ai pu étudier des synagogues ailleurs, et en particulier en Tunisie, je me suis rendu compte que ma vision de la synagogue était fausse. Elle était très française. Donc ça ne veut pas dire que, vous voyez, mes travaux n'étaient pas illégitimes, mais une vision très française. Le lieu de culte, le bâtiment, si vous voulez, qui signale dans la ville la présence des Juifs, hein, avec un pignon, parfois des faux pignons, même tellement ils sont hauts, il n'y a rien derrière, mais il faut être le plus haut possible sur la rue. Alors, la période dont je vais vous parler, c'est une période cruciale, parce que, donc, j'ai choisi ces deux temples, je reviendrai sur le mot temple, évidemment, de l'émancipation, parce que c'est au moment où l'on institue un nouveau système du judaïsme, mais qui est une nouvelle organisation du judaïsme, avec les consistoires en particulier, qui ont survécu sous une forme différente, mais qui survivent toujours. À ce moment-là, se pose la question de comment faire les synagogues. Car les synagogues, jusqu'alors, en France, sont des espaces cachés. Ce sont des appartements, dans le Marais, il y en a plusieurs, ce sont des rez-de-chaussée sur lesquels on a pu peut-être gagner un peu sur une cour, et des choses comme ça. Ce sont des édifices invisibles. Or, avec l'émancipation, on va passer de l'invisibilité, ce qui fait que d'ailleurs, c'est une tendance générale, ce n'est pas uniquement parce qu'il y avait une malveillance ou bien parce que les Juifs étaient tout juste tolérés, en particulier à Paris, comme vous le savez, jusqu'à la Révolution. Les interdits de séjour pour les Juifs en France sont effectifs, hein, ils sont renouvelés. Il y a des Juifs, évidemment, dans des régions, dans des provinces qui ont été annexées après, ou dans des régions où on les tolère, mais parce qu'ils ont joué pendant un certain temps les nouveaux chrétiens. Je pense évidemment au sud-ouest, où ils se présentent comme nouveaux chrétiens. Ils sont obligés, au début surtout, de faire des choses comme s'ils étaient des chrétiens portugais, installés dans le sud-ouest, alors que, bien sûr, tout le monde sait qu'ils sont juifs. Mais voilà, il y a une tolérance. Avec l'émancipation, et donc ce moment absolument particulier, ce n'est pas seulement une question d'architecture qui va se poser. C'est une question profonde d'identité et de conception du judaïsme. J'ai oublié, j'aime bien faire les commémorations. Donc nous sommes dans les 210 ans de la synagogue de Bordeaux, mais aussi dans le bicentenaire de la synagogue de la rue Notre-Dame de Nazareth. Attention, pas celle que vous connaissez peut-être pour quelques-uns d'entre vous, pas celle que vous pouvez, que je vous invite évidemment à aller visiter parce qu'elle est tout à fait passionnante, parce celle qui est là date de 1852 et elle a été construite à la place de celle dont je vais parler aujourd'hui et qui est la première grande synagogue de Paris. Donc temple consistorial, et ces deux édifices ont disparu tous les deux. Mais ils sont, je dirais, très importants au point de vue de l'histoire de l'architecture et de l'histoire des Juifs en France, parce que ce sont certainement les deux synagogues qui marquent le mieux cette transition de l'invisibilité vers une visibilité relative. Vous allez le voir, hein, parce que du jour au lendemain, on ne change pas les états d'esprit, on ne change pas les mentalités. Je ne vous parle pas de l'Alsace, hein, où il va falloir une génération pour changer, bien sûr, les mentalités. À Paris, ça se fera... disons, un peu plus lentement. C'est à Bordeaux que ça s'est fait le plus vite. C'est à Bordeaux que les Juifs ont eu très vite, on peut le dire, sans que ce soit une simple métaphore, pignon sur rue. Donc vous allez le voir avec ces édifices. Et donc, j'insiste parce que là aussi, c'est au point de vue du patrimoine juif français. Alors vous allez me dire, c'est des édifices disparus. Oui, mais on a des documents, on a des gravures, des tableaux, des choses comme ça. Ils font partie de l'histoire et ce sont des éléments de patrimoine juif français très importants, même s'ils ont disparu, et qui contribuent aussi à montrer la profondeur, le temps long. 200 ans, c'est pas rien. Hein, 200 ans, même si, bien évidemment, il y a des Juifs bien avant, au 5e siècle, ainsi de suite. Ça, je n'entre pas dans cette histoire-là. Mais de l'importance, si vous voulez, de la présence des Juifs en France. Alors, mon introduction, je voudrais... oui, j'ai eu envie de vous citer un rabbin, donc... grand rabbin de Vesoul, mais qui est en fait un Alsacien qui a choisi la France. Il était à Colmar. Et c'est le rabbin le plus patriote qu'on ait... Ça a même engendré presque des incidents diplomatiques avec l'Allemagne. Ces sermons
était tellement patriote, tellement anti-allemand. Et donc, il a inauguré la synagogue de Remiremont en 1873. Et c'est un thème sur lequel il est revenu très très souvent. Et je voudrais vous lire ce passage de son sermon. Le temple, vous avez noté le premier mot, le temple, où l'Israélite, vous voyez, on dit plus juif, on dit israélite, devenu, grâce aux lumières du siècle, l'égal de ses concitoyens, vient librement exercer son culte et ne saurait ressembler à celui, l'opposition présent-passé, qui est fondamentale dans la conscience même des Juifs et justement dans le processus d'invention d'un nouveau type de synagogue, de construction de synagogue, ne saurait ressembler à celui où ses pères, courbés sous l'oppression, allaient gémir sur leur sort et demander à Dieu de mettre fin à leur souffrance. Dans très nombreux cas, il y a toujours, si vous voulez, symboliquement, un rejet du passé. On quitte par exemple la vieille rue des Juifs dans un bourg alsacien pour construire la synagogue à un nouvel endroit dans la ville et non plus dans le faubourg ou dans une espèce de rue d'impasse obscure. C'est très symbolique parce que c'est évidemment l'expression même de la place des Juifs dans la société française. Et c'est cela qui rend aussi la synagogue tout à fait passionnante sur un plan peut-être plus sociologique que d'histoire de l'art. C'est qu'elle permet de lire, de saisir la place des Juifs dans une société. Dans la ville, bien sûr, dans la cité, mais aussi dans une société. Alors, mes réflexions porteront sur des questions, vous l'avez bien compris, d'identité. On passe du juif à l'israélite, c'est-à-dire d'une identité avec, je dirais, des spécificités très fortes que l'on va réduire au profit d'une confessionnalisation. Et quel est le lieu où va se faire ce processus par excellence? C'est la synagogue. Et vous comprenez que même les agencements des synagogues auront un rôle dans la construction de la nouvelle identité juive. Lorsqu'il va y avoir, vous allez voir apparaître des chaires à prêcher, des chaires à prêcher dans des synagogues. C'est un meuble considéré comme chrétien. Pourquoi on l'introduit? Quand le consistoire de Strasbourg dit à la petite communauté de Romanswiller, toute petite synagogue, on ne vous donnera de subvention, on ne transmettra la demande de subvention que si vous avez une chaire. On voit bien que l'architecture, ce n'est pas seulement un reflet d'une évolution, mais que c'est aussi un instrument de transformation du juif en israélite. Avec une réaction qui se fera au XXe siècle, mais on ne l'abordera pas aujourd'hui, puisqu'on va se concentrer sur ce moment particulier de l'émancipation. Alors, la question le mot temple, mais aussi le modèle du temple, est très importante, et nous allons le voir surtout à Bordeaux, car évidemment les architectes ne sont pas juifs à ce moment-là. Il n'y a pas d'architecte juif à Paris, sauf un portugais, Silveira, il s'appelle Silveira. C'est pas un hasard, c'est un portugais. C'est-à-dire de la communauté qui, j'allais dire, est la plus intégrée, socialement la plus développée et qui a acquis aussi une connaissance de la langue française et de la culture française beaucoup plus poussée qu'en Alsace et en Lorraine. Donc, c'est le seul architecte, mais ce n'est pas lui qui sera chargé véritablement de construire la synagogue à Paris en 1820. Les premiers architectes juifs, on commencera à les avoir vers 1840. Voyez, seulement. Il faut une génération pour qu'ils fassent des études, qu'ils aillent à l'école des beaux-arts, qu'ils aillent dans des ateliers, qu'ils soient acceptés. Puisque avant les révolutions, les Juifs ne peuvent pas pratiquer l'architecture. Vous savez bien qu'ils pratiquent, les trois quarts des métiers leur sont interdits, et entre autres tous ceux de l'artisanat et tous ceux du domaine de l'art, presque. Il y en a qui le pratiquent sous couvert dans des conditions, c'est beaucoup plus complexe que ça, évidemment. Mais donc, la question du modèle du temple, elle est importante pour deux raisons. Parce que, bien sûr, c'est une référence majeure pour la culture juive, ça va sans dire. Mais les Juifs, ils savent, eux, que la synagogue n'a rien à voir avec le temple, que ce n'est une sorte de substitut, si vous voulez, mais que ça n'a rien à voir au point de vue du rituel. Tandis que les architectes chrétiens, ils fantasment sur le temple. Et vous allez voir un des plus beaux fantasmes jamais réalisés sur le temple de Jérusalem, dans la synagogue de Bordeaux, la première synagogue de Bordeaux. Voilà, donc, et nous sommes donc dans les années 1810-1820, sous Napoléon Ier, puis sous la Restauration. Et donc, quel est le style architectural dominant à ce moment-là? Le néoclassicisme. Et c'est une chance, c'est une opportunité incroyable que ce soit le néoclassicisme qui règne en quelque sorte. Pourquoi? Eh bien parce que voilà un style neutre.
un style qui permet de magnifier la fonction du bâtiment, qui permet de se rattacher au passé, et peut-être même, justement, au temple de Jérusalem, sans pour autant avoir des connotations identitaires trop fortes, comme le seront par la suite le néo-roman, le néo-gothique, le néo-mauresque, ou des choses comme ça. Vous comprenez bien que le 19e siècle va de plus en plus s'attacher à créer des architectures à valeur identitaire. Mais à ce moment-là, on est encore préservé, je dirais, de cette tendance. Alors, l'émancipation, en quelques mots, hein, vraiment, avec 2-3 documents, les dates, l'émancipation a lieu en 1791. Hein, ça, c'est vraiment l'Assemblée constituante qui décide, elle va se séparer, et elle décide vraiment tout d'un coup, contre bien des avis de certains des membres, et tout ça, c'est un gros débat, hein, un grand débat, donc d'accorder l'émancipation aux Juifs de France, dans des modalités complexes, parce que les Bordelais avaient déjà tiré leur épingle du jeu en 1790, enfin bon, je n'entre pas dans les détails, on retient juste cette date, c'est-à-dire que tout à coup, les Juifs deviennent des citoyens français. Alors c'est très bien, mais en même temps, ils perdent toute leur structure communautaire, car on abolit les associations, les organisations, les guildes, tout est aboli, donc même les communautés, les structures communautaires. Alors évidemment, les Juifs ont l'habitude, ils vont retomber sur leurs pieds et ils vont développer leur propre administration sous une forme. Mais il y a quand même une période de vide là un petit peu. C'est pour ça que Napoléon, qui veut réorganiser tous les cultes, convoque un grand Sanhédrin, puis d'abord une assemblée de notables qui vont prendre des décisions pour favoriser l'intégration des Juifs en France, avec un grand Sanhédrin. Vous voyez que quand le rêve antique, le fait que l'on se réfère toujours à la Bible, à l'Antiquité juive, pour gérer en quelque sorte le judaïsme contemporain. Hein, Napoléon, ses conseillers ont l'idée de faire un grand Sanhédrin pour donner valeur de loi aux décisions qui ont été prises, entre autres, sur le mariage, parmi les décrets de Napoléon, il y en a plusieurs. Il y en a un qui a été appelé le décret infâme, parce que, alors qu'on leur avait donné la citoyenneté, il va y avoir des restrictions à leur liberté, et en particulier pour les Juifs d'Alsace et de Lorraine. Donc, c'est un processus complexe. Mais toujours est-il que, pour les Juifs, c'est très important, et encore aujourd'hui, régulièrement, le consistoire fête ses 200 ans, et ainsi de suite, comme s'il était encore le consistoire de l'époque. Je vous rappelle qu'il y a séparation de l'Église et de l'État depuis 1905. Mais ils ont repris le même mot, ce qui signifie bien que le modèle napoléonien est encore très très fort. Il va être aussi répandu en Europe, le modèle napoléonien. Mais donc, 1808, c'est fondamental. Ce sont des décrets qui organisent des consistoires, avec des grands rabbins, des chantres, enfin toute une organisation, si vous voulez, un peu ecclésiastique, puisqu'on leur impose même un costume. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est les synagogues qui existent à cette époque-là sont des synagogues cachées, même à Bordeaux. Ce sont des petites pièces dans des immeubles. Alors, quand on a le sentiment qu'on est devenu une religion reconnue, officielle, reconnue par l'État, on ne peut pas rester dans des édifices comme ça. Les premiers qui réagissent, vous allez voir, ce sont les Bordelais. Mais la première synagogue consistoriale, donc celle qui a eu le titre de synagogue consistoriale à Paris, je tiens tout de même à le signaler, parce qu'elle se trouvait rue Sainte-Avoye. Or, la rue Sainte-Avoye, il y a encore un passage juste en face du musée, c'est en partie la rue du Temple. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans un ancrage, je dirais, séculaire dans cet endroit. Ce qui est très intéressant, c'est de voir aussi que très vite, entre autres, je cite les délibérations du consistoire de Bordeaux, parce qu'on a la chance de les avoir, on a toutes les archives, on parle de temple. Vous vous rendez compte, on passe d'une pièce plus ou moins bien aménagée, de synagogue cachée, à un temple. Et le mot temple va prendre toute sa valeur associée à israélite, le temple israélite. On préfère même à synagogue, qui aurait été un terme tout à fait, qui est un terme d'ailleurs encore très courant, hein, mais temple israélite, là, on est vraiment dans un processus de revendication de l'intégration. Alors, inutile de vous dire que Napoléon, de ce fait, devient une sorte de héros, de personnage. Alors, la propagande, bien sûr, s'empare de tout cela. Hein. Napoléon le Grand rétablit les cultes des Israélites, donc 30 mai 1806, avec un ensemble de symboles, hein, le judaïsme déchu qui est relevé par le souverain. Les images
que nous avons du Grand Saint-Nédrin sont très intéressantes parce qu'il s'est déroulé dans la salle Saint-Jean de l'ancien hôtel de ville de Paris, donc vous voyez là encore tout près, qui était un édifice néoclassique. Regardez la salle, on est bien dans le néoclassicisme. Et puis vous avez le grand rabbin Sinsheim, hein, donc tout au fond devant son petit bureau, sur lequel je vais revenir. Le voilà, le grand rabbin Sinsheim, autre tableau qui est dans les collections du musée et qui montre, si vous voulez, que là, on a vraiment des choses qui sont rares, des choses importantes de l'histoire des Juifs de France dans ce musée. Je vous ai glissé à côté pour vous dire un peu l'état d'esprit. La nouvelle prière, alors nouvelle, il y a toujours eu la prière pour le souverain hein, dans le judaïsme. Hein. C'est pas une invention de la période napoléonienne, hein. C'est une tradition de faire la prière pour le souverain, pour le pays, et ainsi de suite. Hein. Ça, c'est une tradition. Mais là, on fait la mouture spéciale pour l'empereur. Et dans mes recherches sur les synagogues en France, il m'est arrivé de retrouver comme ça la prière inscrite, si vous voulez, sur un tableau. Et ils sont maintenant au musée. Ils étaient à Toul à l'époque et le musée les a fait venir. Et on avait gratté empereur, on avait mis président. Parce que vous savez, on a beaucoup changé de régime en France au 19e siècle. Ils n'allaient pas refaire le tableau, donc ils grattaient. Alors donc ils privaient aussi pour la femme du président, la famille du président. Vous voyez, assez amusant. Donc voyez, vous notez bien le costume de ce grand rabbin qui a été donc affublé d'un costume on ne peut plus ecclésiastique, mais surtout donc d'une coiffe à deux pointes, hein, que certains appelaient un bonnet d'âne, mais ça c'est pas gentil, dont l'origine est en fait des extrapolations sur la tiare du grand prêtre Aaron. Vous voyez la projection? On se dit qu'un grand rabbin du Sanhédrin, puis du consistoire central des Israélites de France, doit avoir un costume spécifique. Alors, à qui on va se référer? Eh bien, comme pour le temple, on va se référer au grand prêtre. Et vous avez très nombreux éléments du costume du grand prêtre qui sont présents dans la synagogue de Bordeaux. Entrons dans cette synagogue de Bordeaux. Et une fois que je vous aurai donné quelques éléments historiques tout de même pour que vous situiez les choses, hein, donc j'ai fait déjà allusion à cette délibération, donc, vous voyez, mai 1809. Les consistoires sont mis en place en fin 1808, début 1809. Les Bordelais réagissent immédiatement. Ce sont les premiers. À Paris, il n'y a pas encore cette volonté de sortir du ghetto, entre guillemets, hein, aussi forte. Mais à Bordeaux, ils sont en situation, je dirais, sociale, culturelle, de le faire. Et puis, ils ont ce profond désir d'une reconnaissance et d'une intégration, de sorte que, dès 1909, ils parlent dans les archives de temple, et ils vont... Alors là, c'est une sorte je dirais, de ces rencontres un peu extraordinaires qui arrivent dans l'histoire. C'est qu'il se trouve qu'un architecte bordelais, Arnaud Corcel, a entendu parler de ce projet et il va proposer ses services contre un autre qui était pressenti et qui était très important à l'époque, qui s'appelait Combes, un architecte évidemment important à Bordeaux à cette époque-là. Mais Arnaud Corcel écrit au consistoire pour leur dire, eh bien moi, je me propose de faire ce temple. J'ai étudié la Bible, et il leur dit, je serai votre Hiram moderne. Vous voyez, c'est pour moi le signe, si vous voulez, de la présence de cette fascination pour le temple. Il s'agit tout d'un coup de reconstruire le temple de Jérusalem à Bordeaux. Même si... Alors, le fait que, évidemment, les Juifs restent attachés à Jérusalem, et ainsi de suite, mais c'est surtout dans les prières. Le grand rabbin Zadok Khan, à la fin du siècle, dira lui-même « Oh, mais vous savez, Jérusalem est là où se trouvent les Juifs. Hein » Le retour à Jérusalem n'est plus un impératif aussi fort chez les Juifs français du 19e siècle, c'est tout à fait clair. Chez les Juifs intégrés, évidemment, je ne parle pas de certaines autres communautés. Mais donc, être l'Hiram moderne pour construire le temple de Bordeaux, le temple israélite. Alors les premiers projets, il les donne dès 1810. Par chance, la communauté accepte cet architecte un peu original, hein, vous allez le voir. Hein. Donc propose des plans dès 1810, hein, janvier 1810, on a des premiers plans. On a l'autorisation, parce qu'attendez, soi-disant ils sont citoyens et ainsi de suite, mais les Juifs à cette époque-là ne peuvent rien faire.
remarquez, il n'y a pas que les Juifs, sans autorisation, sans décret, et ainsi de suite. Donc il faut qu'ils soient autorisés à construire une synagogue, et même si Napoléon favorise la construction de synagogues, et de grandes synagogues. Pourquoi ? Pour éradiquer les petits oratoires incontrôlables. On ne sait pas ce qui se dit dans les oratoires, on ne sait pas qui va dans les oratoires. Tandis que dans une belle grande synagogue, eh bien là, vous pouvez faire le pointage, vous savez qui vient, comment ça... Et on rassemble tous les fonds de la communauté dans cette grande synagogue, et non pas cette situation tout à fait contestable pour un bon administrateur, si vous voulez, que sont les oratoires. Et donc, le décret impérial autorise la construction et un emprunt, parce que ce sont des sommes évidemment énormes dont ne dispose pas directement la communauté, même s'il y a des gens riches. Il y a des armateurs, entre autres, à Bordeaux qui sont des gens riches. À Paris, ça va être beaucoup plus difficile encore. Hein. Il n'y a pas de très peu de juifs riches à Paris, alors qu'on en a à Bordeaux. Et donc, ils vont poser la première pierre dès juin 1810 dans une petite rue, là aussi c'est intéressant, qui n'est pas loin d'une ancienne rue qui s'appelait la rue Bouot. Et la rue Bouot, c'est devenu aujourd'hui une partie de la rue Sainte-Catherine, qui est une des rues les plus célèbres, évidemment, surtout pour ses commerçants, de Bordeaux. Et là encore, un ancrage. Les Juifs étaient déjà là, dans ce quartier, et ils vont construire la synagogue dans cet endroit-là. Évidemment, sur un terrain étroit, compliqué, parce qu'ils n'ont pas... il est impensable encore de mettre une synagogue sur une place, ou à un angle de rue, pour qu'on la voie. Il va y avoir une façade, c'est la grande nouveauté, mais pas au point, si vous voulez, d'être quand même sur une place. D'ailleurs, à Bordeaux, elle ne sera jamais sur la place. Alors, l'inauguration a lieu en mai 1812 et en juin 1873, à la suite de travaux, un peu comme pour Notre-Dame, un incendie, et on est obligé donc de pas de la détruire, parce qu'il reste quand même quelques murs et des choses comme ça, mais de l'abandonner pour envisager d'en construire une nouvelle. L'actuelle synagogue de Bordeaux a été inaugurée en 1882. Voilà, donc voilà l'historique. Maintenant, entrons dans cet édifice, et surtout aussi dans la prose de Corcelles, mais aussi du grand rabbin Andrade de l'époque. Napoléon le Grand a entendu les soupirs des enfants d'Israël. C'est Corcelles qui écrit ça, c'est pas le grand rabbin. Ou plutôt les accents de la raison, et dès lors il a décrété que les enfants d'Israël rebâtiraient le temple de Salomon pour s'y réunir, y faire brûler publiquement enfin l'encens qu'ils étouffaient depuis tant de siècles dans les ténèbres de la persécution. Bon, il a une assez belle plume, cet architecte, indéniablement, mais vous voyez sur quelle corde il joue. Sur le côté, cette synagogue sera le symbole même de l'émancipation, mais aussi de la grandeur de Napoléon, qui a accordé l'autorisation et qui a mis en place les consistoires. Et lors de l'inauguration, Andrade, le grand rabbin Andrade, a le même type de discours. Ce temple, vous voyez toujours ce mot, élevé sous les auspices du plus grand des monarques, proclame hautement les bienfaits de l'Éternel. Non, Israélites, vous ne serez plus réduits à vous réfugier sur la montagne de Modine, ni à vous faire des souterrains un asile pour l'exercice de vos lois religieuses. Napoléon, protecteur de tous les cultes, vous voyez la référence à la gravure que nous avons vue tout à l'heure, protecteur de tous les cultes, nous a fait entendre ces paroles de vie, et toi aussi, Jacob, relève tes autels. Donc cet état d'esprit, cette imprégnation, je dirais, de ce moment tout à fait particulier de l'histoire du judaïsme et le moment napoléonien, va fortement marquer les synagogues et va devenir presque un modèle. Il y aura évidemment sur la façade de la synagogue de Bordeaux une dédicace à Napoléon le Grand. Alors, la façade. Attention, il y avait deux façades dans cette synagogue, l'une sur rue. Vous avez là la gravure qui vous montre la façade telle qu'elle était sur rue. Mais ensuite, il y avait une petite cour et derrière, une autre façade dont nous n'avons aucune représentation. Quant au plan de Corcelles, il y a quelqu'un d'indélicat qui les a un jour empruntés, parce qu'il y a toutes les archives à Bordeaux, c'est magnifique, toutes les archives de la construction de celle de 1882, les archives du consistoire des années 1810, enfin, de magnifiques archives. Mais il y a un petit papier qui signale que, j'ai oublié son nom, a emprunté tous les plans de Corcelles. Et on ne les a jamais revus. C'est bien dommage, parce qu'on aurait peut-être une image beaucoup plus juste de cette synagogue. On ne montre que des gravures, pour l'instant. Parce qu'il y a une deuxième façade. Vous avez ce premier bâtiment sur rue,
avec je dirais, sans doute quelques bureaux ou quelque chose comme ça. Et puis, une petite cour, car c'est tout en longueur. Hein, c'est une parcelle très, très en longueur. J'ai pas le plan de cette ancienne synagogue. Donc, une petite cour et une deuxième façade. Et c'est sur la deuxième façade qu'il y a la dédicace à Napoléon le Grand. Tout à fait intéressant. Mais cette façade, je vous la décris, parce que je ne peux pas vous la montrer, c'est un grand ordre dorique. Donc, on est en plein néoclassicisme, alors que la façade sur rue a une autre fonction pour l'architecte Corcel. Il ne veut pas seulement, je dirais, adopter la majesté du style néoclassique qui est une forme de reconnaissance de la synagogue. Il veut judaïser cette façade, il veut y accumuler, enfin il y accumule des symboles juifs. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Parce que la judéité du bâtiment, déjà avoir pignon sur rue, c'est une chose, mais ensuite signaler qu'il s'agit d'une synagogue. Or, comment voit-on qu'il s'agit d'une synagogue? Si nous nous attardons un instant sur cette façade, vous avez en haut les tables de la loi. Alors bien sûr, elles vous sont tellement familières. Vous avez vu toutes les synagogues de France et de Navarre avec des tables de la loi. Oui, mais on est en 1810. Vous avez déjà vu, vous, une synagogue avec les tables de la loi au pignon en 1810? Ben non. C'est absolument étonnant. Avec donc l'étape de la loi dans un cercle de rayonnement, bien sûr, et des nuages. Enfin, alors c'est une symbolique évidemment qu'on connaît dans le monde chrétien. Dans les églises chrétiennes, vous avez très souvent ces nuages avec ces rayonnements, et même le triangle avec le nom de Dieu. Hein. On a une iconographie, si vous voulez, qui vient en partie du monde chrétien, bien catholique. Évidemment, à cette période en France, les protestants sont très peu présents. Cela dit, Corcel, je le signale, a construit le temple protestant de Bordeaux. Vous voyez vraiment que c'est un architecte tout à fait original. Alors donc, en haut, les tables. En dessous, bon, je vous ai remis un autre portrait du grand rabbin Sinsheim, des fois que vous n'ayez pas retenu le bonnet d'Aaron, mais vous voyez bien. Et pour une fois, je ne fais pas du symbolisme, vous voyez, la petite semaine et ainsi de suite. C'est dans les textes de Corcel. Il dit qu'il s'est inspiré du bonnet d'Aaron pour faire les baies de la façade de sa synagogue. Hein, donc, je n'extrapole pas, je n'interprète pas, comme on l'aime parfois en histoire de l'art, vous savez, de temps en temps, on dérape un peu, à faire dans le symbolisme. Non. Là, les symboles sont explicités par l'architecte lui-même. Pardon ? Non, ce n'est pas un balcon. Non, le grand rabbin viendrait faire la bénédiction rue Causse-Rouge sur le balcon. Non, quand même. Non, c'est la gravure qui est un peu maladroite. C'est pas un balcon, c'est comment, bon, le mot m'échappe tout à coup. Oui, mais c'est pas vraiment un fronton. Sur deux colonnes, on pose un. Non, c'est pas une architrave. Au-dessus d'un portail. Attendez, on est en cours d'histoire de là. Un linteau, voilà, merci. Vous voyez, j'ai déjà oublié tout mon vocabulaire de l'architecture. Un linteau sur lequel, qu'est-ce que vous voyez sur ce linteau? Vous pouvez vous-même l'identifier. Il y a des palmes et il y a au centre un chandelier. La fameuse menorah du temple. Quant aux palmes, si vous les comptez, il y en a 12. Évidemment, c'est les 12 tribus. C'est un symbolisme tout à fait traditionnel. Mais à cet endroit-là, vous voyez. Alors, quant aux deux colonnes, là, c'est moi qui le suggère, c'est pas dans le texte de Corcel, mais deux colonnes placées comme ça à l'entrée d'une synagogue, au XIXe siècle en particulier, ça a très souvent à voir avec les deux colonnes Yachin et Boaz. Vous savez que les deux colonnes du temple de Jérusalem, du premier temple de Jérusalem, avaient s'inspire de ces colonnes. Alors comment il a fait, Corcel? Eh bien, il a emprunté une Bible hébraïque, il le raconte, hein, il a emprunté une Bible hébraïque à un monsieur Perer, une Bible juive, pour pouvoir coller au plus près du temple. Alors évidemment, ça a valu quelques déboires, parce qu'il leur a proposé un autel portatif avec brancard. Et oui, parce que dans le texte biblique, on décrit, vous savez, la tente d'assignation avec tous les objets, et il s'est référé à ces descriptions-là.
Alors là, évidemment, le président de la communauté et les responsables ont dit non, mais vous savez, on n'est plus dans le désert, hein, donc on ne transporte plus le temple. Mais cela aussi, combien ils sont conciliants. Bon, on va garder le meuble, on y brûlera l'encens, vous voyez, mais on va enlever les brancards quand même. Hein, ça, c'est pas pensable de. Voilà, donc il y a une espèce d'adaptation comme ça. Je pense que les responsables de la communauté juive de Bordeaux eux-mêmes ne savaient pas très bien comment construire une grande et belle synagogue qui soit, je dirais, à l'imitation du temple. Donc vous voyez la force. Alors voici l'intérieur, encore une gravure, bien évidemment, puisque nous n'avons pas du tout de plan de cette époque. Une gravure de 1845. Je vais vous en montrer, je la montre très rapidement, mais pour vous montrer le côté néoclassique. Le plan basilical, ça c'est aussi un des grands débats de l'architecture des synagogues. Indéniablement, sur le plan fonctionnel, une synagogue carrée ou circulaire, c'est bien mieux qu'une synagogue sur plan basilical qui ressemble évidemment à une église dans laquelle il y a un chœur, dans lequel se fait le culte, comme si les fidèles assistaient. Ça sera le grand débat du 19e siècle, hein, et de la Réforme, justement. Là, évidemment, la théba, c'est-à-dire la table de lecture, l'espace, si vous voulez, sur lequel on lit la Torah dans la synagogue, va rester au milieu de la synagogue. Et les Bordelais seront d'ailleurs attachés à cela. Si vous allez rue Buffo, il y a une synagogue construite par les Bordelais, et alors qu'on est en plein 19e siècle et que toutes les thébas ont été rapprochées du chœur ou de l'arche sainte, donc dans quelque chose qui fréquemment ressemble à un chœur, surtout à la synagogue de la Victoire, eh bien, les Bordelais vont rester fidèles à la théba centrale, hein, qui est beaucoup plus dans la tradition. Alors voici le tableau que je vous ai déjà fait entrevoir tout à l'heure et qui est un tableau magnifique pour deux raisons. Non seulement parce qu'il nous donne un état très précis, parce que c'est pas Vauzel peint, je ne dirais pas qu'il peint sur le motif parce que c'est un Parisien et ainsi de suite, mais il peint avec des documents et la peinture est très fidèle. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Corcel se fait peindre dans sa synagogue. Sa synagogue, hein, il n'y a pas d'équivoque là-dessus, puisque même quand, à la fin de sa vie, il meurt en 43, à la fin de sa vie, il est aveugle, eh bien, il continue à s'occuper de sa synagogue. Il vient avec un assistant et il continue à s'occuper de sa synagogue. Ça a été son chantier majeur. Donc, Corcel représenté dans sa synagogue, alors on n'a pas la date vraiment de ce tableau, mais c'est certainement effectivement sous l'Empire, hein, sous l'Empire. Et vous voyez, alors là, beaucoup mieux que sur la gravure précédente, le principe de cette grande théba centrale dans laquelle s'installent les rabbins, les chantres et même parfois des enfants que dans certaines synagogues, on a même parfois osé appeler des enfants de chœur. Hein, puisque le vocabulaire évidemment circule depuis le catholicisme vers le judaïsme intégré. Alors vous voyez ces colonnes, par exemple ces colonnes, si vous voulez, je ne vais pas vous les montrer trop en détail, mais elles ont des palmes. C'est pas simplement du néoclassique, voilà, du corinthien ou du dorique. Non, ils dessinent des palmes sur ces chapiteaux pour évidemment se référer, une fois de plus, à la Palestine ancienne. Et à tout. Donc chaque objet, en vérité, dans cette synagogue, se réfère au texte biblique, au temple, voire à la tente d'assignation, et à une valeur donc symbolique très très forte. Ça, je pense que c'est fondamental, et c'est peut-être là, justement, ce que l'on peut aussi appeler de l'art juif, qui est fait par un architecte non juif. Mais ça, j'espère que pour vous, ce n'est pas un problème. Hein, mais c'est-à-dire donner une valeur juive, un sens profondément juif, à des éléments qui sont d'une culture partagée. On peut puiser un élément iconographique et le mettre dans une synagogue. Ce n'est pas seulement du roukatagoy, comme disent parfois les rabbins, vous savez, l'imitation des gentils, enfin des chrétiens, voilà, ce qui est condamnable. Non. C'est aussi une manière, et c'est la capacité justement extraordinaire des artistes, des artisans, mais aussi parfois d'architectes qui ne sont pas juifs, d'intégrer, si vous voulez, dans quelque chose qui est profondément juif, une synagogue, des éléments de culture, hein, des références qui font sens. L'art juif a beaucoup joué sur cette dimension de la symbolique. Alors, cette synagogue, je vais être obligé de l'abandonner parce que vous avez bien compris que j'ai tout
un véritable enthousiasme pour cette synagogue. Je vous montre un peu son évolution après. Puisque là, vous aviez un état très très tôt. Ah oui, j'ai même pas commenté ce qui est vraiment l'Arche Sainte, qui elle-même est conçue comme un temple, avec 12 cartouches en dessous, et le nom des 12 tribus. Toujours le rappel de ces éléments de la culture juive. Alors, pour en terminer avec cette synagogue, une gravure beaucoup plus tardive, puisqu'elle est de 1864, lors de l'installation du grand rabbin Simon Lévy, on a une très belle représentation qui montre que l'Arche Sainte a été reconstruite, et elle ressemble encore plus à un petit temple. Alors, un petit temple profondément marqué par des dômes chrétiens et ainsi de suite, on est bien d'accord. Mais surtout, il y a un élément de mobilier qui a fait intrusion depuis un moment à Bordeaux, comme dans pas mal d'autres endroits, la chaire. Voilà, et le rabbin est en chair. Alors, dès l'époque de Napoléon, vous avez bien compris qu'on assimilait plus ou moins le grand prêtre, le grand rabbin au grand prêtre, et que le décorum qu'il devait y avoir autour du personnage du grand rabbin a engendré ce besoin, en quelque sorte, de le mettre en valeur. Parce que dans toutes les synagogues, depuis le début du 5000 ans avant Jésus-Christ, on fait son sermon depuis la Théba, au centre des fidèles. Mais là, tout d'un coup, le grand rabbin monte en chair. Et alors, comment s'y prend Corcel pour quand même judaïser la chair? Vous ne le voyez quasiment pas, mais c'est peut-être quand même vous discerner sur la bavoie en haut, il y a des grenades. Symbole juif par excellence et qu'on retrouve sur les montants de la Torah. Il y a des grenades, il y a des palmes, il y a surtout un bandeau sur lequel il est écrit « Kodesh l'Adonai », c'est-à-dire consacré à l'Éternel. C'était le bandeau du grand prêtre qu'il avait sur son front. Donc vous voyez, les éléments qu'il a puisés dans la description du costume du grand prêtre sont utilisés sur une chair qui est ressentie évidemment par les juifs orthodoxes comme quelque chose de profondément chrétien. Et quand j'ai travaillé sur les synagogues, je me souviens d'un rabbin qui voulait absolument enlever la chair dans la synagogue de Lille. Je lui ai dit, n'y montez pas, mais l'enlevez pas, point. Essayez de comprendre que les Juifs du 19e siècle n'avaient pas votre mentalité et que vous êtes dans des bâtiments historiques. Donc respectez ce que les nazis eux-mêmes n'avaient pas détruit. Donc quand même. Alors, quittons Bordeaux, mais voyez l'évolution. C'est-à-dire une synagogue qui va s'adapter en quelque sorte, mais comme Corcel est toujours présent, parce que oui, c'est en 64, mais l'histoire de la chair, elle se fait au début des années 1840. Donc Corcel est l'auteur du décor de la chair. Alors, le temple israélite de Paris. Là, vous venez de voir une synagogue avec pignon sur rue, avec une façade on ne peut plus expressive, avec vraiment des symboles et vraiment une inventivité de l'architecte absolument extraordinaire. Paris n'a pas bénéficié du génie d'Arnaud Corcel. On peut le regretter. Voilà le premier dessin, parce que là on a quelques dessins. Il est aux Archives nationales. Lorsque... pardon, j'ai sauté la chronologie. Les Juifs sont installés donc dans la synagogue de la rue Sainte-Avoye, tout près d'ici, qui est la vieille synagogue cachée, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils en soient quasi expulsés, parce qu'il y a une vente et le nouveau propriétaire ne renouvelle pas le bail. Ils ne sont pas propriétaires, ils sont en location. C'est vous dire, oui, on est à un tout autre niveau. Ils sont en location. Alors, démarche évidemment pour enfin peut-être se construire une belle synagogue, d'autant que les Bordelais sont quand même maintenant avec une très belle synagogue. Donc 1819, ordonnance royale, oui, puisqu'entre-temps on est rentré dans la Restauration, ordonnance royale autorisant le consistoire de Paris à construire une synagogue rue Notre-Dame de Nazareth, d'où évidemment cette formule. Vous savez qu'en France, la plupart du temps, les synagogues consistoriales portent le nom de la rue. Et alors, effectivement, fréquemment, il y a une élision de rue et on dit la synagogue. Alors, souvent, on dit Nazareth. Je vais à Nazareth, plutôt qu'à Notre-Dame de Nazareth, quand même, là, ça serait un peu choquant. Mais surtout, à faire un emprunt. Car la communauté parisienne n'est pas riche du tout. Alors, il faut qu'elle achète le terrain, et c'est là. Alors, je confirme totalement que le consistoire lui-même n'est pas vraiment capable d'acheter. Mais il y a une opportunité d'avoir ce terrain qui se trouve rue Neuve Saint-Laurent, à l'époque, ça s'appelle comme ça. Et donc, Baruch Weil
l'achète pour le consistoire. C'est vous dire qu'on est encore dans une configuration où il est hors de question d'imaginer qu'une ville va donner un terrain ou va aider à la construction comme ça se fera sous le Second Empire. Sous le Second Empire, quand on construit la synagogue de la rue de la Victoire et de la rue des Tournelles, les terrains sont donnés par la ville. Alors évidemment, ils sont donnés par la ville dans des endroits qui ne sont peut-être pas les plus prestigieux. C'est le revers de la médaille, mais c'est des terrains donnés par la ville. Et la ville de Paris, enfin non, c'est le département à l'époque de la Seine et la ville de Paris, le baron Haussmann budgète 2 millions de francs pour construire ces 2 grandes synagogues. 1860, évidemment, hein, on est dans un tout autre monde. Second Empire. Premier Empire, les Juifs, ils ont beau être des citoyens comme les autres, ils se débrouillent tout seuls et ils doivent faire leurs emprunts. Et la communauté de Paris sera obligée, dans les années 1840, de redemander l'autorisation pour un nouvel emprunt parce qu'ils n'arriveront même pas à le rembourser. Et alors qu'ils ne sont même pas encore finis de rembourser leurs emprunts, la synagogue commence déjà à s'écrouler parce qu'elle a été mal construite. Elle est construite avec des matériaux très peu solides. Les colonnes que vous allez voir, ne vous y trompez pas, c'est du staff sur du bois. C'est pas des colonnes de marbre pentéliques, non, c'est c'est vraiment du pis-aller à l'économie. Et donc évidemment, cet édifice, dès les années 1840, menace, non peut-être pas ruine, mais enfin, on a été obligé de le reconstruire. D'où la synagogue de 1852 actuelle. Alors, l'architecte s'appelle Sandrier de Jouy. Alors, vous avez compris, je ne trouve pas que ce soit un très bon architecte. Il va réaliser entre 1818 et 1822. La construction se fait entre 18 et 20 à peu près, mais l'inauguration se fait le 5 mars 1822. Et je signalais après que dès 1844, il y a un rapport de l'architecte Alexandre Thierry qui signale donc les énormes réparations nécessaires, tous les problèmes que ça pose. Et elle est trop petite, bien évidemment, parce que la communauté parisienne, entre-temps, est devenue une communauté très importante et même symboliquement très importante. C'est le siège du consistoire central. Vous voyez, si Bordeaux a pu, évidemment, plutôt que Paris, je dirais, se mettre au diapason de l'esprit napoléonien, de la grandeur architecturale, d'un certain décorum, Paris va rattraper son retard et va devenir très vite, évidemment, la communauté la plus importante de France. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre de ne pas construire des grandes et belles synagogues. Et c'est pour ça que sous le Second Empire, il y aura ces 2 projets, je dirais, qui sont à la fois communauté et municipalité. Donc, voici... On a la chance d'avoir les plans aux Archives nationales. Voilà le premier projet donné par Sandrier de Jouy. Je ne sais pas si on lui avait dit, parce qu'on n'a pas vraiment le programme qui lui aurait été donné, de faire discret. Mais enfin, plus discret que ça, vous ne pouvez pas trouver. Qu'est-ce qu'il y a en façade? Rien. Alors, sur la façade définitive, il y aura quand même un petit ordre dorique pour un peu magnifier l'entrée. Mais aucun symbole. Aucun symbole. Et contrairement à ce qu'a écrit un jour une grande spécialiste des synagogues, mais il y a au moins 50 ans, comme elle a trouvé une gravure sur laquelle c'était écrit Bethel, elle croyait que c'était écrit Bethel dessus, en hébreu en plus. Vous imaginez, en hébreu, rue Notre-Dame de Nazareth. Ça ne se fait pas à cette époque-là. Ça ne se fait pas. Et donc, c'est la gravure qui porte ça, mais pas le... Et donc, à l'intérieur, en revanche, on voit bien la structure très néoclassique, là encore, hein, d'un grand plan. Parce que alors là aussi, le plan est une parcelle tellement étroite que l'éclairage ne pourra être que zénital. C'est vous dire, je dirais, la mauvaise qualité, en quelque sorte, de cette parcelle pour y inscrire un édifice religieux qui pourrait avoir comme un peu plus d'ampleur et de développement. Donc, vous allez le voir dans les documents suivants, l'éclairage est uniquement par la voûte. Donc, ordre, évidemment, corinthien, on est vraiment en plein néoclassicisme. On peut peut-être donner une valeur juive à ces palmes si on veut. Mais très franchement, on les trouve partout, ces palmes, à l'époque de Napoléon et au début de la Renaissance. Je ne suis pas sûr, comme je n'ai pas de texte, je ne me prononce pas, mais que ça ait véritablement... Les tables de la loi sont là tout de même, évidemment, pour rappeler la fonction des... Alors voici... Ça, cette fois, c'est des plans qui ont été publiés dans un grand recueil d'architecture de l'époque, où on a publié tous les édifices publics, j'insiste sur cette notion d'édifice public, car désormais la synagogue est un édifice public. Alors, on n'aide pas à construire, il y a des contraintes, c'est difficile, mais dans l'état d'esprit, désormais, il y a des églises, des temples protestants
et des temples israélites. Hein, c'est vraiment ancré. Et on va le voir très très vite. Déjà sous Louis-Philippe, il va y avoir une vraie égalité, je dirais, administrative pour les cultes, avec des financements qui vont commencer à apparaître, et des villes qui vont dire « Ah mais quand la synagogue d'Avignon a brûlé 1840, par là, 48, enfin je ne me souviens plus de la date, la ville d'Avignon va dire bah, attendez, les Juifs d'Avignon ont besoin d'une synagogue. Enfin, c'est une évidence, je dirais, municipale. Et c'est la ville qui va construire la synagogue. Alors, toutes les villes n'auront pas, évidemment, cette vision, je dirais, positive, d'intégration et de reconnaissance. Il y a des villes, au contraire, les maires ne donneront même pas les subventions obligatoires qu'ils auraient dû donner. Mais ça, c'est... Mais toujours dit qu'il y a un état d'esprit qui évolue beaucoup. Alors, vous voyez là, vous voyez bien cette immense nef, hein, néoclassique, avec les tribunes des femmes qui sont, alors à cette époque-là, avec des claustras, hein, quand on ne doit vraiment pas les voir, hein, les femmes, hein, à cette époque, avec une tribune en haut, et vous voyez, il y a un petit bâtiment derrière, hein, et ce n'est pas dit dans les plans qui ont été publiés, mais il y a une synagogue là. Vous allez le voir sur le document suivant. Vous avez en revanche la nouvelle façade telle qu'elle a été construite et inaugurée en 1822, hein, la façade élévation principale là-haut, eh bien, vous voyez le petit ordre dorique qui vient quand même un peu agrémenter ce mur nu, fermé. Il n'y a même pas de fenêtre dans cette façade. Hein, il y a des portes, il y a des façades à l'étage qui correspondent évidemment à la tribune qui se trouve donc dans l'axe du bâtiment principal. Vous avez la coupe où les tables de la loi ont rejoint une place beaucoup plus logique, car vous vous souvenez peut-être du dessin précédent, et où ils mettent les rouleaux. Ou alors c'est une armoire en forme d'arche de table de la loi qui s'ouvre. Non, mais l'architecte ne savait pas du tout ce que faisaient les Juifs dans ce bâtiment. Il a dessiné un truc un peu comme ça, un peu abstrait. Là, évidemment, on a une vraie arche sainte, hein, au fond, avec les tables de la loi qui ont été placées de manière en majesté, ça c'est indéniable, tout en haut, et une inscription hébraïque. Là, il y a bien dans cette synagogue une inscription hébraïque. Je vais vous la montrer. Une fois que j'aurai dit deux mots du plan, vous voyez l'étroitesse de la parcelle, hein, comment voulez-vous faire une belle façade sur rue, c'est vraiment pas facile, hein, entre la rue Notre-Dame-de-la-Rasette et la rue Neuve, c'est la rue de Verbois maintenant, hein, la rue Neuve-Saint-Laurent. Donc il place sa synagogue au centre, mais ce que je voulais signaler, ce que ne dit pas justement le recueil d'architecture de cette époque, des années 1840 à peu près, c'est qu'il y avait une deuxième synagogue. La toute petite synagogue des Portugais, parce que les Portugais, ils avaient aussi leurs oratoires. Hein, ils avaient des oratoires dans Paris, ils en avaient deux. Entre autres, rue Saint-André-des-Arcs, des Arcs normalement, enfin Saint-André-des-Arcs. Parce que les Juifs de Bordeaux n'ont pas envie de prier avec les Juifs allemands ou les Juifs alsaciens. Hein. C'est une donnée de départ qui va d'ailleurs engendrer la création de la synagogue Buffo, quand les Juifs bordelais ne voudront pas rejoindre la synagogue de la rue de la Victoire, qui aurait pourtant été faite pour faire un rite français. Hein. Là encore, on voit bien le poids, si vous voulez, des questions identitaires, le poids aussi de la fidélité à ce qu'on appelle les minagim, c'est-à-dire les traditions religieuses, les rites auxquels on appartient par son père, qui se transmettent, et auxquels les Juifs, on le voit aussi aujourd'hui avec les très grandes variétés de communautés qu'il y a en France, l'attachement au rite tunisien, même les Algériens, le rite constantinois, le rite oranais, c'est pas tout à fait pareil. C'est aussi une manière de se regrouper, je dirais, socialement, évidemment, avec des coreligionnaires de la même origine. Alors, il y avait donc, perché là-haut, dans cette arrière de la synagogue ashkénaze, une synagogue des Portugais. Petite, je ne peux pas résister au plaisir, même si le temps a déjà beaucoup passé, d'une anecdote, c'est qu'il y a un homme qui a fait sa bar mitzvah dans cette synagogue portugaise et qui raconte beaucoup plus tard qu'il s'était juré que les Portugais auraient une belle synagogue un jour. Cet homme, Daniel Ifla Osiris, bordelais, évidemment,
assez riches pour pouvoir financer plusieurs synagogues et surtout pour participer à la résistance des Bordelais contre le consistoire de Paris et la tendance qu'il y avait, si vous voulez, à tout centraliser. Et c'est lui qui a financé la construction, pas le terrain, la construction de la synagogue de la rue Buffo. Donc vous voyez comment cette humiliation, en quelque sorte, des Juifs. Surtout que n'oubliez pas qu'à cette époque-là, les Juifs portugais, c'est l'aristocratie du judaïsme, excusez-moi. Hein, ça a été renversé par la suite. Mais à cette époque-là, ce sont des Juifs qui viennent d'Espagne, c'est des Juifs qui vont en Italie, ainsi de suite, c'est des grandes familles qui ont une haute conscience d'eux-mêmes. Hein, tout juste, ils ne vous disent pas qu'ils descendent de la tribu de Juda, eux. Hein, et pas n'importe quelle tribu. Par rapport à des Ashkénazes qui sont méprisés par tout le monde, par les Français en général, même par l'administration, mais par les Juifs portugais aussi, qui régulièrement essayent de faire leurs affaires entre eux, hein, même au moment de l'émancipation. Ils l'ont dès 1790. Le décret infâme ne s'applique pas aux Portugais, il s'applique qu'aux Alsaciens et aux Lorrains. Donc vous voyez, la différence est très très nette. Donc ça, c'est une humiliation pour eux, que le consistoire les oblige à quitter leurs oratoires pour venir s'installer là. Assez rapidement, ils se construiront une autre synagogue, pas très loin, rue Lamartine. Hein, avant Buffo, il y a eu la... Bon, je m'égare un peu. Pour vous montrer l'intérieur de cette synagogue donc, de la rue Notre-Dame de Nazareth, la première synagogue de la rue Notre-Dame de Nazareth, inaugurée en 1822. Donc vous voyez le côté très néoclassique, ordre dorique, l'inscription. Ça, l'inscription est importante parce qu'elle est sur la plupart des gravures, donc elle devait être marquée là, parce qu'en plus c'est une inscription habituelle, c'est d'Alif Me'ata Omed. Je ne garantis pas la prononciation parce que mon hébreu est ridicule, mais ça veut dire sache devant qui tu te trouves, avec évidemment toujours cette proximité avec l'Arche Sainte dans laquelle il y a le seul élément saint. L'élément de la synagogue, tout le reste, je dirais, n'est que décorum. Mais vous voyez, et cette gravure, vous retrouvez Baruch Weil, hein, qui a fait avec Jaramek Raphaël cette lithographie. C'est intéressant aussi, si vous voulez, qu'on commence à diffuser des images des synagogues à cette époque. On n'en avait pas quasiment avant. Mais là, elle est encore plus intéressante parce que c'est à l'initiative de Juifs. Alors qu'on va en trouver dans les journaux, je vais vous en montrer quelques-unes pour conclure. Alors donc, pour en finir avec cette synagogue, vous voyez, un élément aussi très très important, c'est la présence de la chair. Hein, même si on est quasiment au-dessus de la théba, hein, de l'espace central de lecture, qui est toujours au centre hein, à cette époque-là. Il n'y a pas encore eu cette espèce de réforme, hein, même chez les Ashkénazes. Eh bien, il y a la chair avec un rabbin en train de prêcher. Donc, pour en finir avec cette synagogue, elle va avoir un impact assez fort tout de même, parce que c'est quand même la synagogue de Paris. Et quand les journaux illustrés, qui se multiplient à cette époque, l'Illustration, le Monde illustré, et ainsi de suite, ont envie de montrer des Juifs, de montrer une synagogue, d'évoquer les fêtes, par exemple. Hein, c'est Kippour, et donc dans les journaux, vous pouvez avoir quelques gravures d'objets, de fêtes. Eh bien, c'est très souvent celle-ci qui est présentée, jusqu'en 1850, et même après, quelquefois, certains graveurs ne se sont pas aperçus qu'elle avait disparu et qu'il y en avait une autre à la place. Mais le peu de sérieux, je dis ça parce que régulièrement, je suis interrogé aussi sur « Ah, mais la synagogue des Portugais, c'est celle-ci. » Le peu de sérieux de ces publications-là fait que, regardez, je vous les ai mises, il y en a une qui est à l'envers, il y en a une qui est à l'endroit. Vous savez, avec les gravures. Hein, donc, ne sont pas très fiables. La lithographie de Jaramek Raphaël est beaucoup plus fiable, mais elle est intéressante parce qu'on diffuse l'image des synagogues dans la presse générale, dans la presse illustrée, avec aussi les fêtes, hein, le Rosh Hashanah, cérémonie religieuse du renouvellement de l'année juive, dans l'illustration en 1849. Gustave Doré aussi fera une gravure de la même fête de Rosh Hashanah dans une publication illustrée. Enfin, il y a vraiment une diffusion. C'est important pour la suite. Suite évidemment sur laquelle je vais aller très très vite, puisque je voulais conclure sur une question qui était: est-ce que les architectes français de 1810, en gros 1820, avaient des modèles? Où auraient-ils pu puiser des modèles? Alors il y a des modèles, mais ils ne les connaissent pas ou très mal. Le grand modèle en Europe occidentale et en Amérique, c'est la synagogue d'Amsterdam.
car j'aurais presque dû commencer par elle, on ne peut pas parler d'émancipation ou d'une synagogue qui soit le symbole de l'émancipation sans évoquer la grande synagogue d'Amsterdam. On n'avait jamais vu une synagogue de cette ampleur, synagogue ouverte, avec des grandes baies comme cela, c'est extraordinaire. Elle a fait des petits, en revanche. Hein. Vous avez la synagogue Bismarck à Londres en 1701, elle est calquée en miniature sur la synagogue d'Amsterdam. La synagogue de Newport, qui est la plus ancienne synagogue des États-Unis, hein, est aussi néoclassique. C'est une version georgienne, si vous voulez, plus ou moins, de la synagogue d'Amsterdam. Y a-t-il des modèles en France? Parce qu'évidemment, on ne peut pas attendre d'Arnaud Corcel ou de ce pauvre Cendrier de Jouy de connaître Newport, c'est sûr, mais même la synagogue d'Amsterdam. Il n'y a pas tellement d'images qui circulent, et ils n'ont peut-être même pas cherché. Voilà les synagogues de France à la fin du XIXe siècle. Cavaillon, synagogue cachée, en étage, magnifique, c'est un joyau de l'architecture du baroque provençal. C'est une merveille, mais totalement invisible de l'extérieur, et même en étage. En face, une autre synagogue qui est, je dirais, symbolique des prémices de l'émancipation. 1785, une synagogue qui est construite avec l'autorisation royale à Lunéville. Extraordinaire, là aussi. Sauf que l'architecte Pirou, alors lui est intéressant parce qu'il a aussi fait la synagogue de Nancy, au même moment. On est sous l'Ancien Régime. C'est dire la tolérance à laquelle on est arrivé. Hein, alors, en Lorraine, évidemment, c'est pas Paris, hein, c'est la Lorraine. Mais voyez quel style, hein, le type de pierre locale et bien évidemment des éléments, je dirais, de décor baroque qui n'ont pas grand-chose. Alors là, un petit débat peut-être, mais je ne l'ouvre pas, on n'avait pas le temps. Un petit débat sur certains des symboles qui sont là. Évidemment que certains de mes collègues ont voulu absolument y voir des symboles juifs, ainsi de suite. J'y vois moi surtout, vu l'inscription, des symboles royaux. Il y avait des fleurs de lys. Alors, je veux bien que la fleur de lys ait pu donner peut-être le Magen David. Enfin, il y a une théorie intéressante là-dessus, que vous connaissez peut-être. Mais c'est tout à la gloire du roi. Mais dernier point, cette façade était invisible jusqu'à la guerre 14. On devrait presque remercier les Allemands, quoi qu'à Lunéville, ils se soient très très mal comportés. Ils ont tué des civils pendant la guerre 14-18. Ils ont bombardé la maison qui était devant, parce que cette synagogue a été autorisée par le roi à la condition qu'on ne la voie pas, et surtout même, on dit dans d'autres textes, qu'on ne les entende pas. Parce que le culte juif est quand même un peu bruyant, paraît-il. Ce qui n'est pas vrai du tout. Hein. Enfin, s'il y a des juifs parmi vous, vous savez bien que ce n'est pas bruyant du tout. C'est pas vrai. Alors, je vais terminer, si vous voulez, avec une réflexion sur le néoclassicisme, qui, dans d'autres pays, va devenir un style vraiment dominant. Mais ce n'est pas un hasard. Alors, vous avez la grande synagogue de Karlsruhe, qui est néoclassique et néo-égyptienne, parce que ça, c'est une référence aussi qu'on a souvent été chercher, très intéressante, évidemment. Et puis, je dirais alors, le temple néoclassique le plus basique, que vous retrouvez depuis la Russie jusqu'aux États-Unis, mais surtout en Russie et surtout aux États-Unis. Pourquoi? Parce que vous voyez, je vous en ai choisi une parmi des centaines, hein, à Baltimore, de 1845, parce que vous savez bien que le néoclassicisme a aussi une fonction d'identité américaine. Les Capitole et tous ces édifices, et la référence, si vous voulez, à la fin du XVIIIe siècle comme moment fondateur des États-Unis, a engendré un usage du néoclassicisme jusque dans les années 1930 aux États-Unis, avec cette connotation. Donc que les synagogues, que beaucoup de synagogues américaines pendant longtemps étaient néoclassiques, n'est pas très étonnant. En France, il y a une seule synagogue pour laquelle on peut peut-être se référer à Bordeaux, c'est celle de Bayonne. Les Bayonnais avaient demandé un projet à Corcelles. Quel dommage que ce projet n'ait pas pu se réaliser. Je ne connais pas le projet, n'ait pas pu se réaliser. Mais vous voyez bien, la façade, une certaine rigueur évidemment, la conception interne et tout cela, à avoir avec la synagogue de Bordeaux, c'est absolument indéniable. Synagogue passionnante parce qu'elle est faite aussi par une communauté très marquée par la franc-maçonnerie.
et qui insère, alors bien sûr des symboles juifs, mais aussi des symboles francs-maçons. Enfin, il y a un discours, par exemple, qui est tenu à l'occasion de cette synagogue, qui est presque une déclaration, je dirais, des principes de la franc-maçonnerie. Donc, c'est très, très, très intéressant comme édifice, et de voir qu'évidemment, le néoclassicisme paraît encore à ce moment-là tout à fait adéquat à l'expression de cette nouvelle forme de l'identité juive, à Bayonne Saint-Esprit. J'insiste toujours sur Saint-Esprit, car à cette époque-là, les Juifs n'habitent pas Bayonne, mais ils habitent Saint-Esprit depuis l'Ancien Régime. Saint-Esprit qui se trouvait à l'époque dans les Landes, car Bayonne était interdit aux Juifs sous la royauté. C'est seulement à partir de la Révolution, mais comme toute la communauté est installée à Saint-Esprit, ils vont y rester. Et c'est là qu'en 1937, ils construisent cette très, 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 très belle synagogue. En retrait, vous voyez, par rapport à la rue. Ah oui, non, vous ne le voyez pas, mais elle n'est pas sur rue. Il y a une cour avec 2 petits bâtiments et elle est à l'arrière, ce qui est aussi, à mon avis, très, très, très symbolique. La façade ici me laisse penser que peut-être l'architecte Capdeville a vu la synagogue de Bordeaux, mais la deuxième façade, la façade néoclassique, avec son ordre dorique, pour la reprendre ici. Je vous remercie de votre attention.